priorité à la paix et à la sécurité. C'est l'essentiel à retenir de la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement ivoirien. La paix, mot cher à la Côte d'Ivoire qui a traversé une période de turbulence que les autorités actuelles tiennent résolument à conjuguer au passé. Mais les faits ayant déclenché ces quelques jours d'incertitude ne sont pas non plus à négliger. Des mutineries avaient ébranlé le pays en janvier. Plusieurs ex-rebelles réclamant des primes à eux promis de longue date. Un accord était intervenu et une partie des primes avait même été virée aux militaires. Ils étaient en attente de l'autre partie quand une cérémonie télévisée et organisée à Abidjan en présence du président Alassane Dramane Ouattara et des représentants des mutins disent renoncer à leurs primes et s'excusent. Les mutins qui ne se reconnaissent pas à travers ces propos ressortent des casernes et prennent des positions stratégiques dans plusieurs villes, dont Bouaké et Abidjan, les deux grandes villes du pays. Depuis lors, un nouvel accord est intervenu et les militaires mutins sont retournés en caserne. Mais certaines questions subsistent. Pourquoi le président ivoirien a fait ce revirement alors que sa parole avait été donnée? Quelle est la crédibilité du gouvernement qui a d'abord affiché sa fermeté avant de céder face à l'intensification et à la propagation de la mutinerie? Quelle trace pourrait laisser cet épisode sur la Côte d'Ivoire? Y a-t-il un malaise au sein même de l'armée ivoirienne? Ce numéro de Angle de vue essaiera de fournir des éléments d'appréciation et d'analyse à ces différentes préoccupations. Quant au bilan de cette mutinerie, il s'élève à 4 morts et une dizaine de blessés par balle selon la dernière sortie officielle. Côte d'Ivoire, série de mutineries. Pour quels enseignements? Ce sera notre débat du jour. Sans plus tarder, nos invités. D'abord, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Face à vous, votre ami, comme souvent sur ce plateau, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour, Joanne. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Alors, la situation en Côte d'Ivoire, vous l'avez suivie de très près avec cette série de mutineries. Est-ce qu'on peut dire, Lamine Cissé, que les vieux démons sont de retour? Merci. Mais quand vous dites quelques, je pense que c'est 8400. C'est considérable. Le nombre de mutins. Exactement. Et ce qui est demandé en calculant brièvement, on a près de 100 milliards à débloquer. Juste pour cette partie, sinon au total... Non, c'est 12 millions par personne. Par personne qui a été prévu. Maintenant, ils ont débloqué plus de 40 milliards. C'est une question de budget. Je crois que c'est un problème crucial et c'est national. D'autant plus que le problème de l'armée ivoirienne se pose maintenant. La question sur l'armée ivoirienne se pose. Voilà. Maître Alain, je voudrais avoir votre avis sur la pertinence de ces revendications. C'est des revendications d'un deal qui a porté le président Ouattara au pouvoir. Puisque ceux qui réclament aujourd'hui sont les ex-rebelles intégrés comme soldats dans l'armée ivoirienne, conformément aux accords qui ont été pris. Et les revendications portées par ceux qu'on appelle mutins disent très clairement qu'on leur avait promis certaines primes, n'est-ce pas, et que ces primes ne tombaient plus. Donc, le gouvernement et son chef ont été pris en otage. Le chantage a marché puisque les fonds ont été débloqués une première fois, une deuxième fois et seront à nouveau débloqués. Alors, quand le ministre de la Communication dit privilégier la paix et la sécurité, c'est une manière à peine élégante de dire que le gouvernement a cédé au chantage et a débloqué les 40 milliards. Il faut dire les choses. Alors, est-ce que la vraie question est de savoir si cela aura un impact sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Non, c'est une mauvaise question. Il ne s'agit pas d'un impact, il s'agit d'un symptôme. Un symptôme qui sera récurrent, puisque la paix précaire qui n'a pas été travaillée en Côte d'Ivoire repose sur les braises incandescentes de ces deals concoctés de part et d'autre. Et nul ne me démentira quand j'aurais dit que derrière ces mutineries se cache un certain nombre d'ambitieux
qui sont en embuscade pour la succession du président Ouattara. Voilà qui est dit. Mais, oui, la nécessité. Non, nous n'avons pas la même lecture quand même. Allez-y. Moi, je n'appelle pas ça deal. Et je voudrais qu'on sache qu'il y a un nombre qu'on appelle les démobilisés. Tout le monde n'est pas versé dans l'armée. Il y a des démobilisés qui doivent être indemnisés. Absolument. Maintenant, le problème, c'est de voir... le problème qui s'est posé, c'est une armée face à une armée de rebelles qui ont mené la guerre pour Alassane Ouattara et autres. Alors, dans ce truc-là, il y a des gens qui sont venus à la rébellion parce qu'ils sont venus par la soif de vengeance. Il y a d'autres qui sont allés dans la rébellion parce qu'ils sont partisans. Mais il y a d'autres qui avaient l'habitude de grand banditisme, qui sont aussi versés dans la rébellion. Dans la rébellion. Maintenant, il s'agit d'un problème de recyclage. C'est un problème. Moi, je m'attendais à ça. Tout bon politicien sait qu'il y a une bombe à retardement qui se trouve en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une armée républicaine qui a été instrumentalisée et il y a une rébellion qui s'est versée dans cette armée-là. Maintenant, il faut les recycler pour les professionnaliser. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Une armée est une armée qui obéit aux ordres. Mais nous avons des gens dans la rue qui n'obéissent pas aux ordres. Est-ce que dans cette armée-là, il n'y a pas des officiers rebelles qui ont été promus et qui ne contrôlent plus leurs éléments? Parce que quand on parle de deal, moi je ne pense pas que ce soit un deal. Je pense que c'est des gens qui sont venus se sacrifier. Ils pouvaient mourir à la guerre. Quand vous allez à la guerre, vous allez pour mourir ou bien pour... Il y en a d'ailleurs qui ont laissé leur peau. Alors, d'accord, voilà, il y a des gens qui ont leurs amis qui sont morts, etc. Je crois que c'est un problème qu'il faut régler. Il faut régler au lieu de... Parce que ce n'est pas une armée normale. Nous avions deux entités qui s'opposent en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Alors, Maître Alain, vu les difficultés rencontrées aujourd'hui par le gouvernement, on parle de la chute des cours du cacao. Est-ce que c'est le timing adéquat pour gérer ce type de crise? Le chasseur de primes n'a pas à évaluer le timing adéquat. Ah ben, si on est de l'armée républicaine et qu'on est militaire... L'armée ivoirienne est tout sauf républicaine, puisque mon ami aussi l'a reconnu, ça a été une armée d'intégration. C'est-à-dire qu'on y a, c'est un fourre-tout, avec tout le respect que j'ai pour l'armée de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais été instrumentalisée, puisque si elle est aux ordres, elle était obligée quand même de suivre les instructions d'un certain Gbagbo. Non, vous avez des combattants qui ont porté le président Ouattara au pouvoir, lui et les siens. Et ces combattants, pour ceux qui ont survécu, ont été reversés sans autre procédure dans l'armée. Et c'est une décision pertinente. Pas tous. Non, pas tous, mais un grand nombre quand même. Alors, bon, c'était une façon de les assimiler. Jusque-là, c'est une bonne chose. Mais quand on sait que ce n'est pas des militaires de formation, que c'est des militaires qui ont été formés sur le tas, et je crois qu'ils ont fait quand même la preuve de leur efficacité, il fallait s'attendre à ces remue-ménages. Je dis deal, parce que c'est une expression anglaise peut-être pas élégante aux yeux des francophones ou des francophiles, pour désigner un accord, une promesse. Aidez-nous et on vous récompensera. Et le bon timing est celui que les mutins ont choisi, puisque le gouvernement mène un train de vie fastueux. Il y a des élections qui ont été organisées, il y a des ambitions, même si le cours du cacao a baissé, que l'État ivoirien est en difficulté, il se trouve que ces mutins voient le train de vie de l'État, voient les dépenses qui restent somptuaires, qui sont effectuées de part et d'autre, et ils saisissent l'occasion pour opérer leur braquage. Et apparemment, ça a marché, puisque le sémillant ministre de la Communication et avant lui, le ministre des Finances, je crois, ont tous affirmé que l'État ivoirien avait le budget pour satisfaire à ces revendications. Et la belle preuve en est que les 40 milliards ont été débloqués. Donc, le timing est toujours le bon pour celui qui veut revendiquer ce qui lui est promis, ce qui lui est dû. Et je crois que les mutins agissent avec efficacité, puisqu'on a réussi à les retourner dans leur caserne au mois de janvier, quand ils se sont un peu énervés, et avant le mois de janvier l'année dernière, où il y a 2 ans. Donc, ils se comprennent très bien.
Alors, aujourd'hui, le risque que court la Côte d'Ivoire, c'est que ce type de revendications s'étende à d'autres secteurs d'activité. On parle déjà des fonctionnaires. Il y a un certain Théodore Nyanyazadi qui est le président de la plateforme regroupant les associations de fonctionnaires qui dit que le gouvernement, pour une question d'équité et de justice sociale, devrait faire de même pour les fonctionnaires. Non, vous savez, je ne dis pas. Le gouvernement Alassane Ouattara n'est pas pris en otage, hein. C'est un devoir de reconnaissance. Parce que les gens, ils étaient vus comme des héros qui sont venus sauver la Côte d'Ivoire à un moment donné, qui sont prêts à verser leur sang pour la patrie. C'est comme un combattant qui va en guerre en France pour libérer la France. Ils sont en train d'être payés parce que c'est en reconnaissance. Ils ne sont pas pris en otage. C'est un devoir de reconnaissance. Maintenant, ce que vous avez posé comme question, c'est les effets d'entraînement qui posent un problème. Parce que l'État, c'est un budget. Et un budget, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est dans les prévisions. Il y a ce qui est endogène et ce qui est exogène qu'on met ensemble pour constituer un budget. Vous avez posé le problème de la situation économique, c'est vrai. Mais je voudrais aller mieux, parce qu'on parle des soldats. On parle des travailleurs qui sont en train de dire non, et nous, nos revendications sont là, ne sont pas satisfaites. Et les victimes de guerre sont ceux qui ont été victimes de cette guerre-là. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, etc. Ils sont traumatisés et martyrisés, ils sont là silencieux. Eux, ils n'ont pas les armes. OK? Donc moi, je pense que ce problème-là, ça doit être réglé d'une façon progressive, de corporation par corporation. Maintenant, ceux qui travaillent, si l'armée sécurise le pays. L'armée, il a les armes. Et si maintenant les travailleurs des corporatistes veulent, n'est-ce pas, faire comme l'armée, c'est que c'est une autre arme qui peut déstabiliser totalement le pays. Parce que déstabiliser le pays, c'est mettre le pays dans une situation économique catastrophique. Et ce n'est pas souhaitable, vraiment. Alors, les propos du syndicaliste qui demande que le gouvernement fasse autant pour tous les secteurs d'activité. Mais c'est des propos tout à fait raisonnables et compréhensibles. Parce que, puisque l'État a les moyens de donner satisfaction aux revendications des militaires, des mutins, qui c'est vrai. Oui, mais une promesse de quoi? La reconnaissance, la patrie reconnaissante pour ceux qui l'ont libéré. Ce n'est pas le cas des fonctionnaires. Non, attendez. La reconnaissance de la patrie, c'est les médailles, c'est pas forcément les primes. Parce que je qualifie, c'est une, comment dire, c'est des chasseurs de primes qu'on a recrutés. Vous disiez vous-même tout à l'heure que c'était promis, c'était un dû. C'est pour ça que je dis deal. Vous savez, dans les films ou dans les bandes dessinées, on dit wanted. Allez, me capturez un tel et vous aurez $2000, $3000. Puisque ce n'est pas toute l'armée qui se rebelle. Il y a des gens dans cette armée qui n'ont pas reçu ces promesses. Voyez-vous. Et quand Lamine Cissé entoure la chose d'un certain angélisme pour dire que c'est la reconnaissance de la patrie. La reconnaissance de la patrie, eh bien, c'est les médailles. C'est le fait déjà de les avoir intégrés dans l'armée républicaine nationale. Donc, quand on commence à parler d'argent, à juste titre d'ailleurs, puisque les mutins se rebellent parce qu'ils constatent que les hommes politiques, eux, ne se privent pas. C'est tout à fait normal qu'il y ait un effet d'entraînement au niveau des autres fonctionnaires qui se disent, puisqu'il y a de l'argent à distribuer, eh bien, nous aussi, on va rentrer dans la danse. Seulement que la question qui va se poser, c'est celle de la force, n'est-ce pas, de la capacité de nuisance de ces fonctionnaires, étant entendu que celle des rebelles n'est pas à démontrer, puisque eux, ils ont les armes et ils peuvent faire très mal, voyez-vous. Donc, c'est au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour apaiser ces appétits. Je dis, si on débloque 40 milliards pour les uns, peut-être qu'on peut s'arranger pour n'en débloquer que 4 pour les autres, et ce sera une manière de faire justice ou de réparer les omissions. Mais bon, là il a raison, parce que en fait, ceux qui animent le gouvernement ivoirien ont suffisamment d'intelligence pour aborder avec sérénité ces revendications. Il a attiré mon attention, parce qu'en fait, quels sont les gens qui sont vraiment en train de jouir aujourd'hui du pouvoir? Est-ce que ce sont ces gens-là qui se sont sacrifiés auparavant? Parce que le militaire, lui, il dit, mais ces gens-là, ils vivent dans l'opulence, nous, on s'est sacrifié, mais on a quoi? Parce qu'il faut faire la distinction. Il y a des gens qui sont démobilisés, qui ne sont pas versés dans l'armée, qui attendent leur prime.
Et qui ne pouvoir mener d'autres activités. Oui. Qui ne l'ont toujours pas eu. Ce problème persiste. Ok, donc il faut régler ce problème-là. Mais ce qui... Vous avez touché le problème de l'économie. Je pense qu'on doit en parler. Parce que la Côte d'Ivoire, après cette guerre-là, on a dit, bon, il est en train d'aller à la croissance à 2 chiffres. Vous savez, après les guerres, les investisseurs viennent. Les croissances à 2 chiffres, même si la Côte d'Ivoire avait 10% de croissance. Mais quel est le taux de croissance qui reste réellement dans le pays? Mais tout va à l'extérieur. Ils en ont fait les frais. Ils ont fait des analyses économiques au niveau du gouvernement pour dire vraiment, notre taux de croissance là, c'est un éléphant blanc. Et ensuite, les matières premières, le cacao a chuté, le pétrole a chuté. Donc la Côte d'Ivoire, comme tout autre pays, sont dans une situation économique qui est difficile. Très difficile, oui. Ça ne va pas, il faut revoir. Est-ce que cet état de choses ne devrait pas faire toucher du doigt aux fonctionnaires qu'il faille tempérer ces Mais ardeurs. si tout le monde devait se sacrifier, parce qu'en général, vous savez, les porteurs de vestes au colon qui sont au sommet là dans les bureaux climatisés, ils ne sentent pas la crise. S'il faut, par souci d'équité, s'il y a crise, il faut que tout le monde, qu'on baisse les salaires des autres aussi. De tout le monde. L'autre prime, qu'on baisse, qu'on communique là-dessus pour dire, bon, vu la situation économique, le président de la République ne va plus toucher ça. Les ministres là, on diminue, on coupe ça là, en attendant. Mais les autres qui sont en bas vont dire, ah vraiment, tout le monde est autosacrifice. Mais les autres qui continuent d'avoir le privilège, et on voudrait que les plus bas subissent, ça ne va pas. Il y a une question d'équité, à mon avis, quoi, franchement. Maître Alain, aujourd'hui, on sait que les mutins, ce sont eux qui, pour la plupart, ont aidé le président Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Est-ce que, à la faveur de cette crise, on peut constater au sein même de l'armée ivoirienne une crise ou des problèmes de fond? Il y a des problèmes de fond. N'oubliez pas que la reconquête du pouvoir, la conquête du pouvoir par les hommes dirigés par le président Ouattara, s'est faite sur des déchirements, sur le sang versé. Il y a eu des milliers de victimes. Il y a des frustrations, il y a eu des viols, il y a eu des exécutions, il y a eu de la barbarie. Et par décret, on a essayé de gommer cet épisode de la vie ivoirienne en disant on décrète le vivre ensemble. Ce n'est pas possible. Les commissions de réconciliation qui ont été mises sur pied, et mal mises sur pied d'ailleurs, n'ont jamais fonctionné. Donc la Côte d'Ivoire continue de fonctionner quand même. Non, elles vivent, mais le travail n'est pas fait. Écoutez, la réconciliation ne se décrète pas. Gbagbo, à La Haye, ces militants plus ou moins persécutés, la revanche d'un camp sur l'autre. Il y a trop de problèmes. Je ne sais pas pourquoi nous n'aimons pas faire face aux réalités. Il n'y a pas eu de mesures honnêtes, déterminées, courageuses pour réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, ça a été le triomphe des uns sur les autres. Donc, quand les situations sont ainsi, il ne faut pas espérer que tous aillent dans le même sens de gaieté de cœur. Donc le problème, et nous avons déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, à la faveur de la révision constitutionnelle, des manœuvres engagées par le président Ouattara, pour dire que ce mandat, moi j'ai eu le privilège de le dire sur ce plateau, que le mandat actuel du président Ouattara sera pourri parce que c'est un mandat de transition vers une succession qui n'est pas réglée. Si vous voulez, moi je peux appeler les noms. On sait qui veut prendre d'assaut le pouvoir. Et on sait que ces gens ont les moyens. Pendant que la Côte d'Ivoire était sous embargo, il y a un de ces jeunes politiciens qui avait les moyens de faire rentrer massivement des armes dans le pays. Le président le sait. Il y a un autre bras qu'on est en train de préparer aussi avec les armes. C'est vrai que qui veut la paix prépare la guerre, mais il y a des armes en Côte d'Ivoire aujourd'hui et il y a des zones et des jeux d'influence qui se font et qui ne peuvent pas être réglés par la réforme constitutionnelle réussie par le président Ouattara. Donc le vrai problème est celui-là. Est-ce qu'on n'a pas déplacé la crise gagnée par le président Ouattara il y a quelques années en arrière vers sa sortie? Il se dit même que le président Ouattara est tellement excédé et dépassé qu'il propose de démissionner.
voyez-vous. Je ne sais pas si c'est une information vraie et que ce sont ses proches collaborateurs qui l'en auraient dissuadé. Donc il y a un gros problème qui est reconnu au plus haut niveau de l'État. Voyez-vous. De sorte que moi, j'ai des inquiétudes, de vraies inquiétudes sur comment cette transition va se dénouer et comment la succession sera réglée. Parce que le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Ce n'est pas des fonctionnaires profitent, c'est la guerre de sécession. Non, je suis totalement contre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y. D'une façon totale. Vous savez, il faut pas gérer les effets. Il faut gérer les causes. La cause de la crise en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Gbagbo ne peut pas être vu comme un messie. Je dirais, ça a commencé avec Bédié, et Gbagbo est venu enfoncer le clou en divisant les Ivoiriens par les lois scélérates. Lui, c'est un homme de droit. Et quand on ne règle pas le problème de la constitution dans un pays, c'est le nid de la guerre. La cause de la désintégration de la Côte d'Ivoire, jusqu'on a eu plus de 3000 morts, c'est les lois, le tripotage de la Constitution, qui a fait de telle sorte qu'on a sélectionné, on veut créer un apartheid en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de première zone et les Ivoiriens de seconde zone. C'est ce qui a créé d'autres. Il y a plus de 40% de la population ivoirienne qui se sont sentis exclus de la Côte d'Ivoire. Vous voulez parler du concept d'ivoirité. Mais non, ce n'est même pas ça. Avant d'être... D'ailleurs, beaucoup de gens n'avaient pas accès à la nationalité ivoirienne. Ils ne connaissent nulle part. C'est les derniers arrière-grands-pères qui sont venus. On chassait les Burkinabés dans les plantations de cartes. Plus de 100 000, on les tuait. Et ils étaient là avant l'indépendance. Vous voyez, tout ça là, c'est un pouvoir Gbagbo qui a alimenté ça et agrémenté ça. Ça a créé... Maintenant, Alassane Ouattara ne peut pas laisser une constitution. Alassane Ouattara, la réforme qu'il a faite, c'est pour dire aux Ivoiriens, vous pouvez avoir accès à la nationalité ivoirienne. Il a créé comme les chefferies. Tout le monde se sent dans cette constitution-là. Toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Mais il faut aller vers l'apaisement. Ce n'est pas une transition. Il a gagné démocratiquement les élections sous l'opus des Nations Unies et de la CEDEAO. Nous sommes dans une dynamique d'intégration. Aussi bien les institutions internationales que tout le monde a dit à Gbagbo, tu n'as pas gagné l'Est, il n'a pas voulu laisser, jusqu'il a cassé la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas qu'on gère les effets, gérons les causes. Souvent, nous, on laisse les effets produire les causes produire les mêmes effets. Et on tourne autour des effets pour faire des analyses émotionnelles autour des effets. Moi, je dis la cause profonde de la crise ivoirienne. Au centre, il y a Bédié et Gbagbo. Point. Voilà. Cette rébellion même, elle a été créée de toutes pièces par leur comportement. Guillaume Soro, pourquoi va-t-il vers la rébellion? C'est parce qu'il n'est pas ivoirien de souche? Si, lui, il a sa nationalité. Mais il a préféré ne pas voir son pays divisé comme ça par ses lois de sélection. Il faut qu'on dise les choses comme telles qu'elles sont. Sinon, vous avez dit par comparaison les lois qu'on veut amener au Bénin. Mais si ça frise la catastrophe, il faut refuser. Le tripotage au Bénin qui va amener la catastrophe. Mais ce n'est pas le problème béninois, c'est le problème de la sous-région, c'est le problème africain. Tout le monde doit se lever pour dire que ça ne doit pas se faire. Alors, Maître Léon, c'est ça le véritable combat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le revirement de situation du président Alassane Ouattara alors que sa parole avait été donnée au mutin? On savait qu'il y avait un accord. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette cérémonie qui a été organisée à la présidence ou à Abidjan, alors en présence du président, où des militaires sont venus présenter des excuses? Est-ce que le président a été floué? Si oui, par qui? Il se dit que le président était très fâché parce qu'il avait l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé. Mais il n'y a rien qui devrait étonner. Je veux dire, c'est facile de faire des promesses. Après, quand on chiffre ces promesses, ça devient considérable. Pour qui connaît la parole du président Alassane Ouattara, il n'est pas du type à donner sa parole, donner un accord et faire rétropédalage. Je ne pense pas que le président Ouattara ne veuille pas honorer sa parole. Mais quand la parole se chiffre
en milliards, ce qu'on ne savait pas forcément au départ, il y a des réticences. Il se trouve aussi, peut-être qu'il y a des contraintes budgétaires. Mais tout le folklore qui a été organisé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de payer, mais ce n'est pas bon de dire qu'on a cédé au chantage. Je crois que c'était un peu la motivation de ces cérémonies, ou alors le président a eu l'impression qu'il y a de l'exagération dans les réclamations, puisqu'on a déjà donné satisfaction. Vous savez, ils font leurs promesses, ils s'engagent, et puis le temps passe trop vite. Je crois que les revirements ou ceux qui donnent l'impression de rétropédalage participent un peu de ces réalités qui nous rattrapent. Maintenant, je ne peux pas rester insensible. Nous allons évoluer. Oui, on va évoluer. Non, mais c'est important. C'est important parce que Lamine Cissé reproche aux uns leur émotivité, alors que c'est eux qui sont dans l'émotion et dans le régimisme. Les analyses que nous faisons, ce n'est pas parce que je dis que Gbagbo, que je suis pour Gbagbo, moi j'ai peu me chaud de qui est Gbagbo, de qui a pu faire quoi. Je constate tout simplement que ça fait très longtemps que le président Gbagbo est dans les fers et que le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire sans pour autant qu'on ait réglé les problèmes. Et on ne peut pas les régler si on se contente de triompher et de continuer cette politique d'exclusion. Mais qui a exclu qui? Il n'y a pas plus grand excluseur que le président Bédié, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui aux côtés du président Ouattara. C'est une excellente chose. Ce que je vous dis, vous ne pouvez pas avoir eu les membres de votre famille violés, tués, décapités, découpés et courir lorsqu'on décrète la paix. Je dis qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Or, le président Ouattara et son régime n'ont rien fait de vraiment perceptible pour nous montrer qu'on a travaillé pour la réconciliation. Voilà, votre avis est clair. Non, cela a été fait, parce que peut-être qu'il n'a pas été récemment à Abidjan. Allez-y. J'ai été au fond, dans les quartiers d'Abidjan. Ceux qui ont les vraies victimes, c'est les militants de RDR qu'on a tués. On m'a montré des images. J'ai vu, j'ai fait des enquêtes en tant que société civile. Et Alassane Ouattara a pris des mesures depuis qu'il est venu. Il a indemnisé beaucoup de familles. Il y a des familles qu'on a exterminées. Quand vous parlez du là ou bien vous êtes... C'est-à-dire que c'était catastrophique ce qui s'était passé. On ne peut même pas... Je crois que le pardon, si ceux qui ont pris le pouvoir voudraient se venger, aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne serait pas... Monsieur Cissé, vous n'êtes pas objectif parce que les victimes... J'ai dit, j'ai été sur le terrain. Les victimes, c'est d'abord dans le... Non, c'est important. J'ai dit, j'ai été sur le terrain. Ceux qui étaient au pouvoir, c'était Gbagbo qui était au pouvoir pendant 10 ans. C'est lui qui a fait semer la terreur avec Blé-Goudé. Mais je sais de quoi je parle. J'ai collaboré. C'est-à-dire qu'en tant que société civile... permettons. Laissez-moi parler. J'ai dit en tant que société civile, j'ai mené des enquêtes. Je parle 5 langues dans la sous-région. J'ai été sur le terrain. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il lit sur les journaux. Mais moi, j'étais en contact avec les familles. J'ai des photos qui m'ont fait pleurer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je suis allé sur le terrain voir les familles. J'ai recensé plus de 500 familles. J'ai fait un travail d'approche. Donc quand je parle sur le plateau et je suis excité comme ça, c'est parce que j'ai vu ce qui frise. Mais ça confirme ce que je dis, c'est vous. Lui, je ne dis pas en période de guerre. Je ne dis pas pendant la période de la rébellion. De part et d'autre, ils ont commis des exactions. Je dis pendant les 10 ans de la gouvernance de Gbagbo, c'était du terrorisme. Ils ont exterminé des familles dont je suis témoin. Je connais de quoi je parle. Mais maintenant, s'il faut analyser la période de guerre, ce n'est pas ça que j'analyse du tout. Je dis... J'analyse les causes profondes et avant cette guerre-là, et pendant la période de guerre, moi, je condamne de part et d'autre, parce que de part et d'autre, des exactions sont faites. Celui qui veut être honnête, vous tuez l'autre, vous décapitez l'autre, vous prenez, il vous décapite. Ça a été fait. Mais je dis pendant les 10 ans du pouvoir de Gbagbo, mais vous savez, les procès sont en cours. Il y a des éléments, c'est pas possible. Bon, très bien. Johannes, permettez que je réagisse, c'est grave. Il ne suffit pas de dire quelques vérités partielles pour avoir la prétention de dire la vérité. Et je ne suis pas d'accord avec Lamine Cissé lorsqu'il présume que je ne connais pas la situation. Je la connais très bien, je l'ai vécue. Et je ne suis pas partial. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez visité les familles d'Ioula que vous avez fait le tour. Pas d'Ioula. Ah, mais excusez-moi, c'est mon temps de parole, que vous avez fait le tour de la question. Le fait que seul le camp Gbagbo soit aujourd'hui en jugement est déjà un vice fondamental. Parce qu'il faut être deux pour faire la guerre. Et donc, les camps doivent être tous jugés. Ça, c'est déjà une première erreur. La deuxième, mais évidemment,
Vous êtes un homme de droit. Quand je vous gifle et que vous vous vengez, on doit nous juger de la même manière. Si vous êtes juge et parti, c'est déjà foutu. Voyez-vous. Mais c'est La loi guerre a été... internationale, hein. Non, laissez ça. Non, laissez ça. Allez. La deuxième chose, c'est que le président Ouattara a annoncé une réconciliation. C'est très bien. Mais ça ne s'est pas fait. Moi, je ne suis pas partisan. Ça ne s'est pas fait. La commission qui devait être conduite par Charles Kounambani n'a pas fonctionné, les Ivoiriens le savent. Oui, et il ne commission suffit a pas. échoué, oui. Et il ne suffit pas d'aller en Côte d'Ivoire, on y va, mais il y a aussi les Ivoiriens qui sont dehors et qui ont leur rancœur. Donc, moi, je vous demande, parce que vous dites, je fais le procès de Gbagbo. On n'en est pas là. Le procès des 10 années de Gbagbo, ce n'est pas ça. Il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé pendant cette période. C'est la cause de la guerre, les 10 ans. Mais la guerre, il faut avoir été deux pour la faire. Et dire que non, Lamine, les institutions internationales, tout ça, c'est pipeau. On ne pouvait pas organiser de vraies élections en temps de guerre. C'est réglé. Lamine Cissé, quelle trace pourrait laisser cet épisode sur la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire l'épisode de la mutinerie. Cette mutinerie-là. Non, je crois que psychologiquement, ça réveille les souvenirs. Parce que, vous savez, les Ivoiriens, ceux qui ont été traumatisés, ça se compte par milliers, qui ont été traumatisés pendant 10 ans, et pendant cette période de guerre où on s'entretuait, on brûlait les gens dans la rue. On a d'ailleurs Donc, quand on commence à tirer, les coups de canon seulement, ça peut rendre fou d'autres personnes ça réveille des souvenirs. C'est extrêmement dangereux. En outre de tout ceci, il y a eu des exactions, notamment des raquettes à Bouaké, notamment. Est-ce que la cohésion sociale se retrouve mise à mal à travers ce type Non, vous savez, je voudrais tout simplement dire que ceux qui ont fait la rébellion, je vous ai dit, il y a 3 ou 4 catégories. Il y a d'autres qui y sont allés par pur patriotisme. Il y a d'autres qui sont allés par pure vengeance. D'autres sont allés parce qu'ils ont l'habitude de prendre les armes et de braquer. OK? Donc, dans l'armée, une armée qui n'a pas été formée dans les grandes écoles, qui n'a pas... Parce que Thomas Sankara l'a dit, il dit un militaire qui n'est pas cultivé est un rebelle en puissance, un bandit en puissance. Donc, l'armée doit être forcément formée, avoir une formation sociale, une formation économique sur tous les plans, pour que ça soit une armée républicaine, une armée de progrès. Mais nous avons en face des gens qui, à une période où l'État n'existe pas, on pensait qu'avec les armes, on pouvait régler tout. On leur a donné 5 millions, plus de 5 millions en janvier passé, pour dire, bon, calmez-vous. Maintenant, on vient à cette époque-là, ils ont dit, ils prennent des armes pour terroriser le peuple. Parce qu'en tirant dans la rue, ils ne le font pas contre Alassane Ouattara. Hein. Ils vont au siège de RDR, pour les tabasser, ils les ont bastonnés. Quand on vous rencontre dans la rue, vous êtes bon, c'est-à-dire que là, ils veulent atteindre Alassane Ouattara. Alors que, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une armée consciente. C'est une armée qui a besoin des rebelles là. Il faut leur donner leur argent et les mettre de côté. Parce que c'est extrêmement dangereux de gérer ça. C'est dans un processus. Et quand la gestion fausse, ça peut créer le banditisme. Ça peut créer beaucoup d'inconvénients. Alors, Maître Alain Roula, il y a aussi le problème des démobilisés, on va en parler, parce que c'était des mutins qui avaient les armes aussi, eux n'ont pas été mis dans l'armée. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans le sou, on peut le dire ainsi. Ils se sont mis en mouvement aussi, ils ont revendiqué les mêmes primes que les mutins, que les soldats de l'armée qui étaient en poste à Bouaké, les 8400, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, les mutins sont allés attaquer les démobilisés. Il y a eu notamment un mort. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de créer un autre front de ce côté-là? Parce que le chef d'état-major de l'armée a dû se déplacer à Bouaké pour aller présenter des excuses de toute l'armée à ces démobilisés-là. Ben, écoutez, forcément que les problèmes demeurent. Et je sais que Lamine Cissé n'aime pas ce que je dis. Il faut revenir à la réalité. Le président Ouattara avait besoin de toutes sortes d'armes et de munitions pour conquérir le pouvoir. Et dans cette phase, toutes les promesses sont bonnes à donner. Et elles ont été données. Le problème des démobilisés. Oui, mais bien sûr, je parle de ça. Le président Ouattara, aujourd'hui, est face à la réalité du pouvoir et a un budget à utiliser avec parcimonie. Les démobilisés n'ont pas d'armes. Et donc, il y a peu de chances qu'ils arrivent à recueillir la rançon.
les mutins sont faits de tout bois, n'est-ce pas, pour percevoir la prime qui leur a été promise. On n'a pas besoin de faire 10 000 analyses à ce sujet. Donc, il revient au président Ouattara et à ceux qui l'accompagnent dans la gestion périphérique de ces problèmes, puisque ça, ce n'est pas un problème de gestion d'État, de donner satisfaction à ceux à qui il avait promis des choses, en espérant qu'ils sauront se montrer raisonnables. Mais une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, il faut s'attendre à ce que ça revienne. Quand vous vous adressez à une armée régulière, je crois que les choses sont plus ou moins contenues, mais quand vous faites appel à des rebelles, à des badauds, je ne dis pas que c'est des badauds, c'est-à-dire un fourre-tout pour libérer un pays, puisque c'est l'expression utilisée, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des retours de manivelle et des boomerangs, et c'est ça qu'il faut gérer. Les choses ont été faites, mais il n'est pas établi qu'elles ont été bien faites. Et tant qu'on ne va pas reconnaître, et tant qu'on ne va pas amorcer le chemin pour aller véritablement vers une gestion républicaine de ces choses, il y aura toujours peur sur la ville et de tous ces débordements. C'est tout simple. Ce n'est qu'une analyse. Que faire aujourd'hui pour la mise sur pied d'une armée véritablement républicaine et pour taire à tout jamais ce genre de revendications qui quand même montrent ou à l'évidence qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés et qui n'ont pas été résolues. Oui, vous savez, il faut un budget conséquent pour totalement réformer l'armée là, parce que... Encore une question d'argent. Oui, une question d'argent. Actuellement, il n'y en mais a pas. La paix n'a pas de prix. Vous savez, la paix, c'est l'acte premier qu'un gouvernement doit poser dans le pays. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller vers le développement, ce n'est pas possible. Et vous savez, j'ai peur que les officiers, parce que même parmi ces officiers-là, j'ai dit, il y a des officiers qui étaient des rebelles, ils sont promus. Ok? Absolument. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'armée, ils sont tellement braves, ils étaient tellement invincibles qu'on les a promus. Ces gens-là, quand ils voient les rebelles qu'ils utilisaient dans la rue, vous savez, il y a l'émotion entre eux. C'est mon compagnon d'armes, je peux... Tu vois, ils sont tous des frères, ils se connaissent. Donc, Alassane Ouattara, la gestion de l'armée, il est dans son palais, on vient lui rendre compte de ce qui s'est passé, il voit autre chose sur le terrain, ça frise. Mais je voudrais vous faire comprendre que c'est un homme qui ne démissionne pas. Ce n'est pas parce que je le connais, mais je connais ceux qui le connaissent. Il était terré dans un hôtel pendant combien de mois? Ça tué. Il voulait atteindre son objectif. Ce que je voudrais dire, ce que vous avez dit, la solution, il l'a dit, Maître Ora. Il faut essayer de mettre une armée républicaine. Je suis vraiment d'accord avec lui. Et travailler là-dessus. Et ça demande les moyens. Ce n'est pas de dire cantonner les autres et laisser les autres, alors que les autres sont en train de se sucrer. S'il n'y a pas les moyens, que l'État essaye de dire, bon, toi tu touches 1 500 000, tu es au sommet, on te coupe les 500 000. Qu'il aille vers, n'est-ce pas, le sacrifice budgétaire. Les primes dont les gros patrons avec les ventres là, dont ils bénéficient. Mais il n'a qu'à couper ça. Il n'a qu'à amener ça et régler ce problème-là. Il faut qu'ils prennent des mesures budgétaires qui soient vraiment des mesures drastiques pour pouvoir définitivement régler ce problème-là. Et dans le processus, mettre un plan de règlement. Même s'il n'est pas là, le gouvernement qui vient, parce que ça, on s'attendait à cela. Après ces genres de guerre dans un pays, on s'attendait à la gestion chaotique de cette situation-là. Parce qu'il y a des priorités ailleurs. Vous ne pouvez pas laisser les populations sans eau, etc., et dire vous allez donner tout l'argent à l'armée. Mais si vous ne le faites pas aussi, voilà ce que les conséquences. Voilà, alors la question qui se pose aussi, ou la question qui est perceptible, Maître Alain Ronla, c'est la bataille pour la conquête du pouvoir après le président Ouattara. On a l'impression aujourd'hui que les cartes sont en train d'être redistribuées. Je vais prendre vos avis là-dessus. Moi, je vous avais déjà dit que c'était le nœud du problème. C'est la guerre de succession qui a déjà été engagée depuis le premier jour où le président Ouattara a commencé son deuxième mandat. Non, mais déjà dès le premier. Je veux dire, il se dit que certaines hautes autorités du pays qui ont été des fers de lance de la rébellion et donc de la reconquête du pouvoir ne dorment jamais au pays. Il paraît qu'il y a un président d'une grande institution qui passe toutes ses nuits au Burkina, il prend l'avion ou l'hélico tous les jours. Cette guerre de succession a déjà démarré depuis très longtemps. Et je crois que le président de la République, dans sa réforme constitutionnelle, a voulu
préparé sa succession par la création d'un poste de vice-président ou de Premier ministre, etc. Et il se trouve aujourd'hui que la question n'est pas réglée. Il y avait déjà un poste de Premier ministre. Oui, et de vice-président. Vous voyez, bon, vous savez, on a connu la même situation quand M. Ouattara était Premier ministre à la mort du président Houphouët. Il y avait une guerre de légitimité entre le président de l'Assemblée, qui était le président Bédié, et M. Ouattara, qui était Premier ministre. D'alors. Donc, quand on regarde la Constitution actuelle, c'est vrai que c'est très clairement dit que c'est le vice-président qui assume l'intérim. Mais la légitimité du Premier ministre n'est pas pour autant contestée pour succéder, voyez-vous. Et il y a le président de l'Assemblée, ne le perdez pas de vue. Mais tout ça se déplace parce qu'on sait qui sont les hommes qui sont en position. Hein, il y a Soro Guillaume qui affiche ses ambitions et qui prend ses responsabilités. Et il y a de l'autre côté Ahmed Bakayoko. Et puis, il y a une succession institutionnelle et politique qui se prépare, qui se glisse entre les deux. Donc, c'est un casse-tête. Et c'est ça le véritable problème. C'est ça la cause de ces remue-ménages sur fond de règlement de vieux comptes. C'est la réalité, ça. Voyez-vous? Et donc, moi, je ne suis pas partie prenante. J'observe et j'ai le courage de dire ce que je dis. Non, je ne veux pas contester son analyse politique parce que le pouvoir se prépare à distance. Le pouvoir ne se prépare pas à la veille des élections. Mais je crois que, moi, ce qui me rassure est que la Constitution est claire. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être candidat tant que vous êtes ivoirien. Ça, c'est un. Il n'est pas question de soit de père ou de mère ou il n'y en a pas. Donc, tout ivoirien peut être candidat. Et c'était une question importante à régler. Voilà, ces 2 mandats renouvelables une seule fois, tout est... Les institutions sont là, la loi elle est là. Moi, donc je n'ai pas d'inquiétude. Il suffit de respecter cette loi-là et de prétendre être président. Maintenant, les jeux, les nœuds qui tirent en bas, il est peut-être beaucoup plus dans le secret des... Mais vous voyez, je fréquente la Côte d'Ivoire. Et quand je la fréquente pas, je ne veux pas contredire ce qu'il a dit, puisqu'il y a des gens qui préparent le pouvoir très tôt, mais il y a des gens qui... tous les moyens sont bons pour eux de pouvoir se faire valoir et aller à la succession. Donc alors, rapidement, il y a le ministre de la Communication qui est sorti, Bruno Koné, porte-parole du gouvernement. Il donne la priorité à la paix et à la sécurité. C'est des mots extrêmement forts après ces quelques jours de turbulence. Oui, surtout que la Côte d'Ivoire a eu, au moment où les Américains élisaient un Kenyan noir à la tête de la première puissance, les Ivoiriens ont créé une loi qui excluait. C'est dramatique. Donc il faut aller absolument vers la paix et comprendre que ce monde globalisé, nous sommes dans une dynamique d'intégration sous-régionale et que tout le monde est en train de regarder cette Côte d'Ivoire-là, qui fait partie des wagons, des maillons qui tirent. Donc la paix est essentielle pour cette Côte d'Ivoire. Il y a trop de martyrisés, il y a trop de martyrs en Côte d'Ivoire. Donc voilà. C'est le souhait fondamental. Voilà, votre mot est clair. Ce sera le mot de fin, Maître Alain Onla, pour ce débat. Vous l'avez vu, extrêmement animé, consacré à la Côte d'Ivoire. Série de mutineries, pour quels enseignements étaient sur ce plateau? Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, merci. Merci beaucoup. Face à vous aujourd'hui, Alain Onla, avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Onla, merci pour vos analyses. Je vous en prie. Ce sera donc tout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.